bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence, à cette discussion sur la culture en transition, en multiples transitions. Donc on va discuter ensemble des mutations qui affectent le secteur culturel, qu'elles soient bien sûr économiques, technologiques, sociétales. Comme Tamnia l'a dit, effectivement, je suis une ancienne journaliste, en fait. Donc j'ai beaucoup travaillé aussi sur la culture et puis notamment l'économie de la culture. Et au sein d'Artifarty, en fait, je programme les forums European Lab, qui sont des forums qui réunissent artistes, activistes, intellectuels autour de réflexions sur l'avenir de la culture. Donc voilà, ce débat en fait partie, et aussi sur des enjeux de citoyenneté en Europe. Artifarty aussi est une association qui revoit sans cesse son modèle économique. C'est une association, donc loi 1901, qui affirme vraiment cette dimension d'intérêt général, mais qui a été amenée à créer plusieurs SAS pour développer des activités commerciales. Je pense qu'on en parlera, et pour permettre effectivement de réinvestir aussi dans les activités, typiquement les forums, qui pour le coup sont des activités qui coûtent plus qu'elles ne rapportent. Et puis je voulais signaler aussi que Artifarty était lié au groupe SOS dans la gouvernance de H7, qui est le futur lieu totem de Lyon French Tech, donc un lieu d'incubateur pour start-up dans le domaine de l'innovation numérique, qui va ouvrir en avril dans le quartier de Lyon Confluence. Et à côté de ce lieu, Artifarty s'installera dans un lieu qui s'appelle Hôtel 71, qui sera notre maison, mais qui accueillera aussi des projets culturels qu'on essaiera d'accompagner, en partageant, en mutualisant un certain nombre de choses, et en proposant aussi une offre d'accompagnement. Donc on est aussi très engagé sur ces sujets. Je vais vous présenter les deux intervenants de cette discussion. Donc, en commençant par Christophe Fargier, qui est directeur du groupe Ninkasi. Bon, je précise que vous êtes originaire de Saint-Étienne. Voilà. À Lyon, c'est pas toujours, mais voilà. Vous êtes originaire de Saint-Étienne. Vous êtes parti très jeune, enfin, le bac en poche aux États-Unis, où vous avez découvert le phénomène des micro-brasseurs, que vous avez importé ensuite en France, et que vous avez développé après un diplôme de commerce. Donc en 1997, vous ouvrez le premier Ninkasi à Gerland, dans une ancienne usine de transport lyonnaise, l'usine. Ça devient très vite un lieu emblématique de la scène culturelle lyonnaise, qui regroupe aujourd'hui une fabrique de bière, un restaurant et 2 scènes de musique actuelle, le café et le chaos. Depuis 1997, en fait, vous avez développé les Ninkasi. Vous m'indiquiez tout à l'heure qu'à ce jour, il y en a 17, dont 6 qui sont développés en franchise. Mais vous allez peut-être nous expliquer justement le modèle économique. Donc, vous vendez des bières et vous êtes diplômé de commerce. Dans le champ culturel, je pense que ça doit pas être toujours ça n'a pas toujours été très bien perçu. Mais je voulais insister, moi, sur la dimension d'animation de la scène musicale, en indiquant notamment, voilà, par exemple, que demain, vous accueillez un Ninkasi Music Lab, donc pour mettre en valeur aussi des groupes de la scène musicale lyonnaise, mais sans doute pas que. Voilà. Fabien Marquet, vous êtes chargé de l'action culturelle au CCO, Centre culturel œcuménique de Villeurbanne. C'est une structure de l'éducation populaire qui a plus de 50 ans, installée à Villeurbanne, et qui dans des locaux vieillissants, et qui, au moment de changer d'espace, de repenser un peu à une nouvelle configuration, c'est vraiment
poser la question plus générale de son modèle économique, de ses activités, de son développement, de son implantation territoriale, de l'articulation avec les habitants, voilà. Donc le CCO c'est un laboratoire d'innovation sociale et culturelle, voilà. Et qui, du coup, est en train de travailler là à son futur lieu qui sera donc dans le quartier de la Soie, entre Vaux-en-Velin et Villeurbanne. Il y a un temps de préfiguration qui va durer 2 ans, qui s'appelle l'Autre Soie, et que vous présentez joliment comme un grand projet de solidarité urbaine où s'entremêlent habitat, culture et économie sociale et solidaire. Donc sur un site qui est en partie patrimonial et puis aussi qui est au milieu d'un parc arboré de 1,5 hectare. Voilà, c'est un très beau lieu qui vit déjà, qui organise différents temps, qui occupe le premier étage mais aussi tous les extérieurs. Voilà, je vais vous dire peut-être quelques mots très rapides d'introduction avant de lancer le sujet. Quelques éléments aussi de contexte. Donc la culture, c'est vrai que c'est avant tout un facteur d'émancipation personnelle, de lien social. C'est aussi beaucoup un levier de développement économique. Je vais vous citer par exemple quelques chiffres quand même, parce que c'est bon à rappeler, même si je pense que tout le monde le sait, mais que aujourd'hui le poids économique de la culture, c'est 7 fois plus que l'automobile en France, donc c'est considérable. C'est aussi un lieu d'attractivité territoriale, particulièrement à Lyon, à travers notamment Lyon. On voit aussi que la culture est devenue un argument fort de marketing territorial. C'est aussi 620 000 emplois, enfin 620 000 personnes, même plus, je crois, 640 000 qui travaillent dans le secteur culturel aujourd'hui. 2,5% de la population active. Un secteur très fragilisé ces dernières années, notamment par la crise économique, par la baisse des subventions publiques, un certain désengagement des pouvoirs publics qui est aussi accompagné d'un vrai questionnement sur qu'est-ce qui justifie le financement public de la culture aujourd'hui. On sent qu'il y a des collectivités il y a un certain désarroi par rapport à ça. Un recours au privé qui est notamment une incitation à aller voir du côté du mécénat, mais voilà, ça devient effectivement très concurrentiel, donc pas simple pour les acteurs. D'autres phénomènes, je sais pas si on aura l'occasion de le dire, mais face à l'affaissement un peu de l'ambition publique, il y a aussi un phénomène assez agressif du côté du marché, et notamment de grands groupes industriels et financiers, qui après avoir investi dans le champ des médias ou des industries culturelles, et notamment du cinéma, s'attaquent aujourd'hui au spectacle vivant, et singulièrement au secteur musical. Donc je pense à des multinationales de l'entertainment comme Live Nation ou AEG, pour citer des grands méchants américains, mais qui ont un poids absolument considérable, puisque Live Nation, par exemple, c'est plus de 10 milliards de dollars, 300 000 shows par an, 97 festivals, 500 millions de tickets vendus. Et aujourd'hui, aux États-Unis, plus de 30% des billets de concerts ou d'événements sont vendus par Live Nation. Voilà, sont des événements Live Nation. En France, ce sont des groupes comme Fimalac, LNEI, Lagardère, Vente Privée. Voilà. Et donc, il y a tout un tas d'acteurs qui sont les indépendants, qui sont pris entre ces deux, la baisse, quand même des pouvoirs publics et puis l'agressivité du marché. Mais c'est quand même, si le secteur culturel est parfois perçu un peu comme archaïque d'un point de vue économique, parce que très, très largement tributaire des financements publics, et pour partie incapable de générer des gains de productivité. Quand on regarde de plus près et plus finement, on se rend compte que, à l'inverse, c'est un secteur qui a su saisir des opportunités technologiques plus que d'autres.
notamment la mutation numérique, prendre en compte des évolutions sociétales, inventer de nouveaux modèles qui soient fondés sur l'hybridation, sur le partage, sur le libre, sur la participation. Et je vais terminer simplement cette introduction en citant Françoise Benamou, qui est auteure de l'ouvrage de référence sur l'économie de la culture, et qui indique que cette économie, l'économie de la culture, se révèle par sa plasticité être le laboratoire des entreprises de demain. Donc voilà, on va essayer de voir ensemble un peu quelles sont les différentes formes que prend ce laboratoire. Et pour démarrer la discussion, je vais simplement demander à d'abord Christophe Fargex de présenter un petit peu les activités du Ninkasi et puis de revenir sur ce qui a présidé effectivement à la création de Ninkasi et comment vous avez pensé ou voilà le développement de cette structure en ayant l'idée de combiner voilà un lieu de vie avec une brasserie, avec une salle de concert, avec de développer aussi des franchises, quel est ce parcours, quelle est la logique un peu qui a présidé à... Je pense que vous y étiez aussi, c'est aussi la réalité qui vous a poussé à vous adapter et à trouver des solutions. Mais c'est un chemin que vous avez pris très tôt, en 97, que beaucoup d'autres prennent depuis. Mais vous avez été un peu un pionnier à cette époque en proposant comme ça des hybridations et un projet culturel avec une dimension économique qui emprunte largement au marché grâce à vos études de commerce, à ce que vous avez pu observer aux États-Unis. Enfin, quel a été un petit peu le cheminement et comment est-ce que vous avez progressivement constitué ces différentes briques de modèles économiques qui font qu'aujourd'hui, Ninkasi, voilà, c'est une marque qui se développe, qui fonctionne, qui permet de programmer plein d'artistes en fait qu'on peut visionner, dont on peut voir les retransmissions de concerts dans l'ensemble des enseignes. Je pense que le point de départ, c'est une démarche un peu égoïste. Le Ninkasi, ça a été avant tout de se faire plaisir. Quand j'ai créé le Ninkasi avec Kurt, qui était mon ami américain, on a voulu faire le lieu de nos rêves, le lieu qu'on aurait aimé avoir quand on était étudiant. On venait juste de terminer nos études. Donc un lieu dans lequel on fabrique ce qu'on consomme. Donc on a fabriqué notre bière, on a fabriqué notre pain. La volonté, c'était de faire des choses simples, de qualité, avec un approvisionnement local, que les plats soient généreux. On adorait la musique, ça nous semblait une évidence que la musique est une place importante parce qu'on voulait que le Ninkasi soit un lieu de vie, un lieu de brassage, un lieu de diversité. Et pour nous, la musique, c'est ce qui est le plus efficace pour créer ces conditions-là. La musique, c'est de l'émotion qu'on partage, ça ouvre l'esprit, ça permet les interactions. Donc les choses se sont faites de manière très naturelle, mais sur la base d'envie personnelle et de conviction. Et le projet, ça a été aussi des valeurs fortes. On s'était dit, qu'est-ce qui fera que chaque matin on se lève et que on continuera à être motivé. C'est pas la réussite financière n'est pas le moteur. La réussite financière est un moyen de faire que le projet puisse se développer. Donc aujourd'hui, ça semble un peu évident de parler de valeurs, mais en 97, j'avais pas le sentiment que beaucoup d'entreprises ou beaucoup de personnes qui se lançaient dans une aventure parlaient de valeurs. Nous, c'est être authentique, donner du sens à ce qu'on fait, s'enraciner dans notre territoire, défendre la diversité, pas que musicale, mais aujourd'hui proposer à des artisans de trouver un débouché pour représenter leurs produits, et puis la convivialité. Lieu de... Vous dites que ça s'est fait naturellement, mais c'était pas si évident que ça, je pense, de créer un lieu culturel en ayant fait des études de commerce, en appliquant, je pense, quand même ce que vous avez appris dans ces... Voilà, et en vendant de la bière. Enfin, vous avez dû être d'abord perçu, j'imagine. Oui, il y a eu... Parce qu'en 97, je pense que c'était beaucoup moins... Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs culturels sont amenés à diversifier un peu leurs ressources, à transformer leurs lieux en lieux de vie, à
à essayer de faire un maximum de recettes de bar, à multiplier. Mais voilà, à l'époque, un brasseur qui développe une programmation culturelle, c'était sans doute d'abord perçu comme un commerçant, quoi. Non ? Oui, on a été très critiqué par le milieu culturel qui nous a dit que notre démarche était intéressée, c'est-à-dire que finalement, elle n'était pas sincère. On avait un projet culturel pour vendre de la bière. Mais en fait, c'est des critiques qui nous ont pas tellement touchés parce que on a très vite perçu qu'on donnait énormément de plaisir et de satisfaction à ce qui était le plus important, c'est-à-dire le public et les artistes. En fait, ceux qui nous critiquaient, c'était des acteurs du secteur culturel des musiques actuelles. Mais les artistes et le public nous ont très très rarement critiqués. Et c'est ce qui fait que on a continué à avancer et qu'on a encaissé les critiques sans remettre en cause le projet. Mais aujourd'hui, le modèle économique du Ninkasi, c'est principalement des recettes de bar. C'est quoi ? C'est des, par exemple, pour les franchises, est-ce que les structures, les Ninkasi qui s'ouvrent et ça payent une redevance à la maison mère ? Comment se passe tout le monde met au pot pour la programmation culturelle ? Enfin, comment... En fait, au début de l'aventure, on a utilisé une partie des richesses qu'on crée pour venir les affecter à une association qu'on avait créée. Donc on a fait un peu le chemin inverse d'Artifarty. On a créé des sociétés et dans un deuxième temps, on a créé une association et on affectait une partie de nos ressources. Aujourd'hui, on est en train d'évoluer dans ce modèle-là. On va créer une fondation pour vraiment affecter des ressources propre à la structure. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous pouvez donner 0,5% de votre chiffre d'affaires sous forme de mécénat à une structure associative, ce qu'on fait. Le groupe se développe, donc on est en train d'approcher les 150 000 euros de soutien annuel, ce qui peut nous faire passer dans la catégorie des fonds de dotation où on peut engager 150 000 euros par an sur 5 ans. Donc c'est ce qu'on va faire. Et ce qu'on a fait aussi également, c'est que tous les acteurs avec qui on travaille du milieu économique, nos fournisseurs, on a cherché aussi à les impliquer dans le projet en leur disant, ben voilà, le Ninkasi grandit, on est dans une relation forte avec vous. Ce qui nous ferait plaisir, c'est que vous vous impliquez aussi dans ce projet-là. Et aujourd'hui, on a environ 150 000 euros de ressources qui viennent des entreprises avec qui on collabore et qui aussi essayent de vivre le projet. Ce qu'on leur explique, c'est, voilà, vous avez des salariés. Demain, on a une très belle soirée avec des artistes locaux. Pourquoi pas venir inviter vos salariés au Ninkasi, faire une soirée avec vos équipes et, dans ces logiques de recherche de sens, avoir une belle soirée qui a un peu plus de sens parce qu'il fait aussi au service d'un projet qui est important, le fait d'aider des artistes à trouver un public, à grandir. Voilà, donc tout est... Nous, on a le sentiment d'avoir un projet qui est cohérent et qui a du sens. Après, on revendique pas ce qu'on fait comme un modèle qui doit s'imposer à tous. On sait adapter aux contraintes, aux difficultés. Voilà, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. On a eu des subventions en 2009. On touchait 300 000 euros de subventions et de manière brutale, ça s'est arrêté. Et on a été capable de se réinventer. Ça, parce qu'ils ont eu peur que... En fait, à l'époque, on a été très critiqué par le milieu culturel, qui disait que c'était pas normal qu'une entreprise qui avait une dimension commerciale touche des subventions. On m'a même dit qu'il n'était pas possible d'être un chef d'entreprise qui a le souci de l'intérêt général, parce que quand on est un chef d'entreprise, on pense nécessairement à gagner de l'argent. Nous, on a fait intervenir la FEDUROC à l'époque, qui était la Fédération des salles rock françaises, pour qu'ils viennent auditer notre travail. Il est ressorti qu'on avait une association où les finances étaient très lisibles, il n'y avait pas d'ambiguïté sur l'utilisation de l'argent public. Il est ressorti aussi qu'on utilisait très bien cet argent. Aujourd'hui, quand on fait venir un directeur de SMAC au Ninkasi, il a l'habitude de faire 150 spectacles par an. Au Ninkasi, on en fait 1000. Donc c'est des ordres de grandeur qui n'ont rien à voir avec des ressources qui sont beaucoup plus faibles. Donc on a utilisé cette culture de l'école de commerce, de chef d'entreprise, dans un souci de bonne utilisation des ressources. Je pense que c'est les compétences que j'ai acquises, que j'ai pu mettre au service d'un projet.
Donc ça n'a pas été compris. On a été perçu comme une menace, qui était de se dire mais si le modèle Ninkasi est un modèle qui séduit les politiques, est-ce que demain on va pas nous couper les subventions? Voilà, donc ça s'est arrêté et on s'est réinventé. Et aujourd'hui, on est capable de faire beaucoup plus qu'en 2009 sans subvention. Donc on a un vrai projet indépendant et on a développé un écosystème d'acteurs. Voilà, on travaille avec les 24 heures de l'INSA, Woodstower, Jazz à Vienne. Donc aujourd'hui, tous ces artistes qu'on accompagne, on a aussi autour de nous des acteurs des musiques actuelles, ceux d'enregistrement, tourneurs, qui nous aident à les faire grandir. Et vous avez aussi facilité en fait la création d'une sorte de coopérative, ou je ne sais plus sous quelle forme juridique, mais pour aussi de culture du houblon qui servira du coup à approvisionner vos brasseries. Oui, on est vraiment dans une logique d'enracinement dans le territoire, de circuit court. Alors, on programme 80% d'artistes locaux, mais on a aussi développé des filières et actuellement, on travaille sur une filière de houblon pour que en fait, la région Auvergne-Rhône-Alpes est la première région de France en nombre de brasseries. Donc, toutes les conditions sont réunies pour que le houblon soit cultivé dans la région. Donc, on a été à l'initiative avec le soutien de la région et de la Chambre de commerce, d'un projet qui est en train d'aboutir sur des créations de houblonneries. Donc je pense que dans quelques années, parce que ça prend du temps, il y aura du houblon local. La logique, c'est circuit court ou c'est aussi approvisionnement, enfin matière première du coup moins chère pour vous? C'est les deux? La logique, c'est une aventure humaine, c'est de rencontrer des gens qui sont passionnés. Donc, circuit court, je dirais, c'est faire disparaître les intermédiaires pour être dans une relation directe avec le producteur. Voilà, on fait une bière à la cerise ratafia qui est cultivée dans le Nord Isère, et les gens qui cultivent cette cerise, on les connaît, on les rencontre et on leur achète directement leur production. Ce qui permet de les rémunérer correctement, de s'inscrire dans une relation durable. On fait disparaître les intermédiaires qui généralement peuvent poser des problèmes dans la qualité de la relation qu'on entretient avec ces gens-là. Il faut que je me tourne maintenant vers Fabien Merquet, parce que sinon on va pas du tout tenir le délai. Donc je vais vous poser la même question en fait. Alors c'est vrai que le CCO c'est une structure qui a plus de 50 ans, mais ces dernières années il y a beaucoup de choses qui c'était un vrai laboratoire avec beaucoup de réflexions sur effectivement le champ économique, culturel, social, environnemental sans doute aussi. Qu'est-ce qui dans le projet L'autre soi, qu'est-ce que ça raconte en fait de la diversification du modèle économique que prend aujourd'hui le CCO, une structure culturelle et d'éducation populaire comme le CCO? Oui, donc le CCO a effectivement 55 ans aujourd'hui, et en lieu d'éducation populaire et de culture, on a vécu les 50 premières années en développant, plutôt grâce à des fonds publics, très clairement, en recherchant des subventions qui nous permettaient d'aller de monter des projets. Donc c'est d'ailleurs le plus souvent des subventions de projets, c'est-à-dire qu'on monte des projets, des activités pour pouvoir les développer et pouvoir maintenir l'activité. En 2013, à l'occasion des 50 ans du CCO, on a été face à plusieurs contraintes qu'on a pu regarder en face. Un équipement qui est déjà vieillissant, qui avait été construit il y a plus de 50 ans, avec du coup des législations qui ont changé, un environnement urbain autour de nous qui s'est modifié, des pierres qui ont bougé et qui se fendent ou qui s'abîment. Une autre contrainte, c'est le CCO, on était dans un caractère assez instable puisqu'on n'était pas propriétaire de nos locaux.
et que le propriétaire avait plutôt tendance à nous pousser vers la sortie. Et enfin, une troisième contrainte, c'est effectivement une raréfication des fonds publics. Et en tout cas, une difficulté à capter des fonds publics, ou du moins à développer. C'est-à-dire qu'on a été maintenu pendant des années, c'est déjà une chance, dans nos financements. On n'a jamais été, on n'a pas eu de baisse. Par contre, sur 15 ans, sur 10 ans, sur 20 ans, un maintien des subventions vient étouffer quelque peu nos capacités à développer et même à s'entourer d'artistes, parce que au final, le reste coûte plus cher. Et alors comment on fait pour retrouver du souffle, un peu d'oxygène financier du souffle. Donc face à toutes ces contraintes, on s'est dit faut déménager. Va falloir trouver des nouvelles ressources propres, il va falloir quitter cet espace. De là, on a commencé à imaginer un nouveau projet et à se dire qu'est-ce qu'on a envie de faire dans ce nouveau CCO. Alors oui, il y a l'inclusion des personnes, alors oui, il y a la question du numérique, alors oui, il y a travailler sur le développement durable, travailler sur plus de nature en ville, travailler sur différents plaisirs, espaces de vie, lieux de vie. Oui, il y a aussi vendre de la bière, il y a aussi avoir un restaurant, il y a aussi tout ça. À partir de là, le projet du CCO a commencé à se dessiner avec un nouvel modèle économique qui nous donnait des nouvelles fonctions, qui, elles, étaient génératrices de ressources propres. Le croisement s'est fait ensuite avec un groupement d'intérêt économique, le groupement Est Habitat, qui rassemble 4 bailleurs sociaux, qui ont eux-mêmes des compétences diversifiées entre logements sociaux, centres d'hébergement d'urgence, foyers pour personnes immigrées, accession sociale, habitat participatif. Donc ce groupement d'intérêt économique avait une volonté, c'était de construire une ville, un morceau de ville inclusif, d'essayer de renverser le regard que l'on peut avoir sur les quartiers d'habitat social et d'essayer de faire en sorte d'activer les ressources des personnes. Ils ont une compétence et c'est le hard, c'est la compétence foncière, la compétence de pouvoir construire du bâtiment et de pouvoir héberger des personnes. Nous, on avait une autre compétence, c'est celle de l'humain et celle un peu de l'excellence de la rencontre, de l'inclusion que l'on faisait par le biais de l'art et de la culture depuis de nombreuses années déjà et depuis donc plus de 55 ans à l'époque. À partir de là, on a décidé de travailler ensemble et de construire effectivement le projet de l'autre soi qui va être ce morceau de ville autour de la dynamique de l'inclusion. On va occuper une friche industrielle de 23 000 hectares qui a aussi un joyau, un parc donc d'1,5 hectare, qui comprend un bâtiment industriel remarquable, classé, que l'on souhaite réhabiliter à terme. Et du coup, dans cet endroit-là, on va passer par des phases de réhabilitation du patrimoine bâti, par une phase de réouverture d'un parc qui jusqu'à maintenant était même ignoré des habitants à côté puisqu'il était privatisé. Ce parc d'1,5 hectare avec des arbres centenaires n'était pas accessible aux habitants. Il va maintenant le devenir. Et de la construction, de la destruction des bâtiments qui n'ont plus lieu d'être et de la construction de nouveaux bâtiments. Dans cet espace, on crée donc l'autre soi, un projet qui va mêler de l'habitat social, de la culture et des espaces dédiés à l'économie sociale et solidaire. Le CCO, du coup, crée de nouvelles fonctions, 6 fonctions pour être précis, qui vont se placer dans ce territoire, des fonctions qui sont déjà existantes, celles qu'il a depuis de nombreuses années, des fonctions qui seront développées en augmentant sa salle de concert et en ayant aussi une jauge double qui correspondra davantage aux besoins des producteurs et des programmateurs locaux, on pense. Donc une jauge de 1000 places. Une jauge de 1000 places dans le futur. D'autres espaces, un club, un bar, un restaurant, une salle de conférence, une agora,
Donc différents espaces qui vont nous permettre de diversifier l'accueil des artistes, des habitants, mais aussi des séminaires, des entreprises, à toucher un autre public que l'on n'était pas en mesure de capter au CCO parce que l'établissement ne faisait pas rêver et que désormais on va avoir le joyau qui nous permet aussi d'attirer d'autres publics et donc d'avoir au cœur d'un quartier qui sera à vocation sociale une attraction en tout cas économique et culturelle forte. À vous écouter tous les deux, on a le sentiment que la culture en transition, c'est une culture qui s'articule avec divers autres programmes, qui articulent plusieurs fonctions, vous parliez de... là, c'est l'habitat, c'est la culture, c'est l'environnement, là, c'est différentes activités, restauration, bar... après, c'est ça, l'évolution principale qu'on connaît aujourd'hui dans le champ culturel. Oui, je pense qu'il y a des écosystèmes qui s'élargissent. Après, on a des parcours, des compétences qui sont différentes, mais je te parlais de notre rencontre avec Habitat et Humanisme, qui fait que dans le projet Ninkasi, on va aussi intégrer ces logiques d'insertion, d'accompagnement de public. Voilà comment Habitat et Humanisme, qui est juste à côté du Ninkasi Gerland, on s'était jamais rencontrés, hein, mais ils sont à quelques centaines de mètres de chez nous. Ils développent des projets qui pourraient se voir renforcés par une collaboration avec nous. Et puis nous, ça nous permet aussi d'enrichir notre projet, de renforcer le sens de nos actions. Et oui, aujourd'hui, on est sur des mises en réseau, des écosystèmes qui se construisent. Tout à l'heure, l'image que je donnais de cette politique culturelle de grandes institutions qui sont des grands arbres sous lesquels les initiatives locales avaient du mal à se déployer, à se développer. Je pense que c'est une tendance qui est en train de s'inverser. De la même façon, effectivement, la notion d'écosystème est importante parce que la personne, la culture, c'est du développement individuel pour chacun qui est public, mais aussi pour une personne en tant que telle qui peut être en situation d'isolement social et qui, par le biais de l'expression artistique, va se trouver d'autres ouvertures qui vont se connecter, la remettre dans le chemin de la formation, du plaisir, du bonheur, de la confiance en soi, etc. Et de l'emploi. Pour tout cela, en fait, il est nécessaire d'avoir autour de soi un écosystème que l'on peut capter. Et d'où l'intérêt, effectivement, d'être dans un environnement qui mêle des acteurs de l'économie, des acteurs de la culture, des acteurs de l'insertion, des acteurs de l'habitat, et qui soit un lieu, un espace un peu ressources multiples, un espace où on va chercher des ressources, mais surtout activer les siennes. Je vais proposer dès maintenant à ceux qui veulent de poser des questions, sachant que voilà, s'il n'y a pas de questions, moi j'en ai toute une batterie, donc il n'y a pas de problème. Mais n'hésitez pas à voilà. Bon. Je sais pas, dans la présentation dont vous avez repris un peu un passage là, il était question de culture aussi comme vecteur de cohésion sociale. Moi, je pense que c'est surtout, ça peut être, je sais pas, vous allez me dire ce que vous en pensez, ça peut être un vecteur de cohésion sociale dans la mesure où ça développe une représentation de nous-mêmes et représentation de l'humanité, quoi. Et ce que je veux dire, à titre d'info d'ailleurs, est-ce que vous connaissez le site qui s'appelle Partage International ? Là, je vous invite à mettre le nez dedans parce que ça fait 40 ans que ça existe, c'est diffusé dans le monde entier. Et puis, au bout d'un moment, ça devient une insulte à l'esprit que tout le monde fasse comme si ça n'existait pas. Enfin, en tant qu'individu, moi je connais depuis 25 ans, ça commence à... ça fait bizarre. Mais là, il est question justement d'une grande transition dans la représentation qu'on a de nous-mêmes en tant qu'humanité, quoi. C'est-à-dire que l'urgence, c'est que l'humanité... Il était question de crise sociale et crise écologique tout à l'heure, d'un monde en crise, quoi.
mais que l'urgence, c'est que l'humanité se reconnaisse comme un seul et même être, en fait, que ce soit ontologiquement parlant ou biologiquement, enfin peu importe, et abandonne ces relations qui sont fondées sur la concurrence. Parce que si on s'obstine dans la voie concurrentielle, où tous les gouvernements nous enferment, les gouvernements du monde, notre aventure va mal se terminer en tant qu'être humain, quoi. Et vous vous rappelez sans doute Freud qui parlait de la culture, c'est l'évolution. On a le même corps que depuis Cro-Magnon, l'homme de Cro-Magnon. Mais qu'est-ce qui a changé? Ce sont les représentations de nous-mêmes. On est peut-être à une époque où il y a un grand bouleversement dans la représentation que le monde a de lui-même. Freud parlait de 3 blessures narcissiques. Avec Copernic, c'était plus le soleil qui tournait autour de la Terre. Avec Darwin, c'était plus l'homme, le sommet de la création. Et avec Freud lui-même, là, l'homme qui se croyait gouverné par sa raison découvrait l'inconscient, savait plus trop qui commandait. Mais peut-être qu'on est à une époque d'une nouvelle blessure narcissique. Et c'est pour ça que j'invite tout le monde d'ailleurs à mettre le nez dans les infos de partage international et de vous forger une opinion par vous-même, quoi. Parce que je crois que il me semble que dans cette soirée, les difficultés qui nous attendent, qui sont là, sont assez largement sous-estimées. Sur la question des représentations, la semaine dernière, je crois, j'étais au festival à l'école de l'Anthropocène, qui s'est ouvert sur un cours un cours public, de Michel Luceau, et il partait d'une image, d'une représentation. C'est la première et la seule image photographique de la Terre vue de l'espace. Il n'y en a qu'une, qu'elle a été prise par la NASA. Et cette image, elle a complètement changé les représentations de tous les hommes, quels qu'ils soient, en montrant qu'en fait les frontières étaient juste totalement absurdes depuis l'espace. Et on marquait un vrai tournant on marquait quasiment le commencement de l'Anthropocène, c'est-à-dire cette période qui s'ouvre, dans laquelle l'homme a conscience d'avoir progressivement épuisé les ressources de la planète et de la mettre en danger. Voilà. Donc c'est vrai que des images, des productions artistiques, etc., peuvent être extrêmement importantes dans ces questionnements. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, il y a une question au centre de la salle. J'aurais souhaité savoir en fait comment vous sélectionnez en fait les groupes, puisque principalement ce que j'ai entendu c'est de l'origine lyonnaise. Mais quels sont les critères qualitatifs? Est-ce qu'il y a un comité? Est-ce qu'il y a des experts indépendants? Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, je pense être un tout petit peu moins concerné que toi, mais en ce qui concerne le CCO, la programmation concert, il faut savoir qu'elle est à 95% de l'allocation de salles. C'est-à-dire qu'en fait, nous ne choisissons pas les artistes, c'est justement des ressources propres pour nous. C'est un outil qu'on met à disposition d'autres associations qui, elles, programment. Donc je ne peux pas répondre à la question puisque je n'y suis pas mêlé. En tout cas, pour 95%. Pour les 5% qui restent, la sélection, elle se fait plutôt... Alors du coup, c'est très faible. Hein. Les 5% qui restent, c'est en termes de musique, c'est 3 concerts par an. En termes de théâtre, par contre, c'est beaucoup plus de théâtre ou d'art de la rue. Donc, au final, c'est plutôt des réseaux, des gens qu'on croise, des choses qu'on écoute, des artistes que l'on découvre, qui vont nous permettre d'imaginer dans quel contexte on a envie de leur proposer de se produire et d'être là. C'est plutôt qu'est-ce qu'ils véhiculent, en quoi on va trouver leur projet pertinent par rapport au public que l'on souhaite toucher. Puisque pour ce qui est du CCO, dans les productions qu'il met en œuvre, l'objectif est pas d'attirer, mais plutôt de travailler en direction de publics très diversifiés, notamment des personnes les plus isolées socialement ou les plus en difficulté. Donc un des critères va être de quoi l'artiste parle, qu'a-t-il envie de dire, comment il le présente, et quel est le rapport qu'il va avoir avec le public, sachant qu'on cherchera plutôt le rapport intime
Je pensais pas que la proportion était si importante de privatisation. Ça laisse peu de marge pour affirmer la couleur artistique du CCO, en fait, son identité. La couleur artistique, en termes de concert, elle se fait malgré nous. Elle se fait parce que d'autres producteurs sont là. En fait, il faut savoir que une de nos principales activités en termes de production de spectacles, elle n'est pas dans notre lieu. Elle est plutôt à l'extérieur, puisque le CCO est aussi très présent, notamment dans les quartiers dits prioritaires au titre de la politique de la ville. Et là, on va travailler avec des structures locales, on va être dans les différents quartiers et programmer des artistes. Mais du coup, elle n'est pas en inaugure. En ce qui concerne le Ninkasi, il y a plein de fonctionnements divers, donc de la location, des producteurs qui viennent produire, on produit. Donc on a un directeur artistique qui choisit et qui donne une couleur. On travaille aussi beaucoup avec le milieu associatif culturel, ce qu'on appelle les cartes blanches. On leur donne un budget, on leur laisse une totale autonomie dans leur choix artistique, la manière de monter leur soirée. On a un dispositif d'accompagnement où on a des professionnels du secteur des musiques actuelles qui font une sélection. Sur ce dispositif, le critère n'est pas nécessairement la qualité artistique du groupe, c'est le potentiel et le fait que le groupe ait un véritable projet et s'inscrit dans une durée. On a des artistes qui peuvent avoir un spectacle assez abouti, mais on sait très bien que la probabilité que le projet s'inscrive dans la durée est faible. Donc on veut vraiment faire un projet dans la durée et ça nous permet de construire une pépinière d'artistes dans laquelle on va piocher pour en fait programmer nos enseignes. Ça permet aussi de les aider à avoir le statut d'intermittent parce qu'on peut leur garantir un nombre significatif de dates à l'année. Et ça fait aussi partie de la professionnalisation, qu'ils puissent vivre de leur travail. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Je voulais juste poser une question à Christophe Fargier. Donc, quand vous avez eu votre bac, vous êtes parti aux États-Unis. Et je voulais savoir ce que vous avez appris là-bas et qu'est-ce que ça a joué dans votre carrière, qu'est-ce que ça a changé pour vous. Voilà. En fait, je suis parti, après avoir passé le bac, je suis rentré au lycée du Parc et j'avais demandé à rentrer en prépa HEC. Je me suis retrouvé en maths sup, maths spé. J'ai dit que... mais j'ai pas accepté et je suis reparti en prépa HEC. Et en fait, ça a été très mal vécu par l'école parce que, a priori, ceux qui voulaient faire maths sup, maths spé, quand ils n'arrivaient pas à rentrer, ils se retrouvaient en prépa HEC. Et en fait, j'ai vécu 3 mois très difficiles où j'ai eu des zéros, ou même des copies non. On m'a fait un peu payer. Donc j'ai du caractère et j'ai claqué la porte en disant que c'était hors de question de vivre ça une année complète. C'est ce que j'ai appris aux États-Unis, ce que je l'ai vécu comme un énorme échec. Voilà, je suis parti aux États-Unis sur cet échec. C'est que les Américains qui m'ont accueilli, ils ont trouvé ça génial. Et en fait, ça m'a permis de rebondir et un principe qui m'est cher, c'est que quand on a des convictions, on n'y renonce pas. Et aujourd'hui, voilà, il faut encaisser les difficultés, mais apprendre de ces difficultés et se relever. Voilà, c'est un pays où je pense que l'échec est très positif, contrairement à la France. Oui, bonsoir. Vous avez parlé de numérique tout à l'heure. Je suis là. Pardon. Vous avez parlé de numérique tout à l'heure. On parle beaucoup de transition culturelle vers le numérique. Je voulais savoir si c'était important pour vous, quelle place ça prenait, comment ça s'intégrait un petit peu dans la stratégie de développement de vos structures et comment ça pouvait participer à tout ce qui était amélioration de la cohésion sociale, justement. Pour ce qui est du CCO, effectivement, la question de l'inclusion du numérique et de l'art numérique, elle est arrivée assez vite parce qu'en fait, on parle de culture, on parle de social, on parle de société. Le numérique, il est de partout. Et de fait, il était intéressant de au moins y poser un regard.
Nous, on constate, alors on parle de fracture aussi numérique. La fracture dont on parlait il y a quelques années, qui était principalement une fracture liée à l'équipement, est aujourd'hui moins vrai. Et par contre, ce qui est vrai de plus en plus, c'est la fracture liée aux usages et aux connaissances de l'environnement numérique et à comment on les utilise. Donc nous, on a pris ce prisme numérique en l'attaquant effectivement du côté de l'art, notamment en accueillant des artistes numériques, en organisant des temps avec des danseurs amateurs, avec des musiciens amateurs, avec des plasticiens amateurs, pour qu'ils puissent expérimenter ce que l'art peut apporter dans ce que le numérique peut apporter dans leur art. C'est pas pour autant qu'ils vont maîtriser les outils, mais en tout cas, ils peuvent prendre conscience et ça vient un petit peu simplifier cette approche au numérique. Aujourd'hui, on a encore développé ce projet. C'est-à-dire qu'on, face à ces usages, du coup, le numérique est devenu pour nous un autre domaine d'activité qui est en train de se mettre en place progressivement et qui est aussi lui-même d'ailleurs porteur de nouvelles ressources, puisqu'on va petit à petit développer de nouvelles fonctions qui font appel aussi à de nouvelles ressources financières. En travaillant, en développant les compétences numériques des habitants des quartiers prioritaires, je m'ouvre d'autres champs de subventions qui me permettent de pouvoir travailler dans différents domaines, en rendant l'équipe du CCO plus apte à accompagner le développement des compétences numériques. Je les rends aussi plus aptes à pouvoir intervenir dans des entreprises et du coup à développer un volet de formation professionnelle, etc. Moi, je peux dire en 2 mots, peut-être pour Artifarty, c'est vrai que c'est un amplificateur et puis c'est un connecteur. Enfin, c'est vraiment ce qui permet aussi d'être en réseau. Vous avez parlé tous les deux d'écosystèmes, de mise en relation, c'est les outils numériques. Enfin voilà, nous permettent d'être vraiment en connexion, notamment à l'échelle européenne, et d'avoir une facilité comme ça de partage au-delà du numérique dans la création, mais là je pense une structure qui participe au débat public et à des enjeux de citoyenneté. C'est vraiment un démultiplicateur, un amplificateur et un connecteur. Voilà. Tous ces outils sont très importants pour ça. Il y a quelle action? Parce que vous parlez d'amplificateur, mais qu'est-ce que vous mettez concrètement en place pour dynamiser ça? Après, nous par exemple, on pilote un programme de coopération européen. On met toutes nos ressources en commun. On programme ensemble. On est connectés en permanence en fait. On partage aussi beaucoup plus facilement sur les contenus artistiques. Voilà. Après, si techniquement, je ne sais pas si c'est plus non. Bon. Donc j'en resterai là. Moi, je peux donner juste un tout petit exemple. Demain, la soirée qu'il y a au Ninkasi Gerland, elle est captée et diffusée en live streaming. Il y a 15 membres du jury qui sont pas tous là. Ça leur permet à la maison de regarder s'ils sont là pour apprécier. Voilà, donc dans le travail de mettre en relation des artistes et le public, on devient beaucoup plus efficace. Parce que demain, il va y avoir 200 personnes dans la salle et potentiellement, si on regarde tous les établissements, il y aura peut-être plus de 1000 personnes qui auront accès au spectacle. Est-ce que c'est pas... Parce que pourquoi il n'y a pas plus de concerts, par exemple, qui sont diffusés en live streaming gratuitement? Pourquoi l'achat de places virtuelles ne se développe pas? Parce qu'il y a toute une économie à mettre en place dans la chaîne de valeur. Voilà, nous, on est en train d'expérimenter, de dire à un groupe, est-ce qu'on peut capter ton concert? Si on capte le concert, finalement, quel coût ça a? Donc ça, c'est des choses qui sont en train de se construire. On est plus dans l'expérimentation. Il y a maintenant, les résidences qui se font au Chaos sont captées. C'est pour les artistes, c'est très utile de travailler avec les images. Donc il y a
Ça peut être ça, hein, le deal, hein, c'est ce qu'on fait avec un groupe, c'est qu'ils sont en résidence captés chez nous, et puis après, ils produisent un spectacle qui nous autorise à capter et à diffuser en live streaming. Bon, après, quand on parle de ces très grosses sociétés comme Live Nation, où ils essayent de tout intégrer, effectivement, eux, ils ont... C'est le 360, ils ont bien vu l'intérêt qu'ils pouvaient tirer de ce type d'opération. Ouais. Je peux y aller. Bonsoir. Je voulais vous poser une question, donc revenir sur l'histoire du CCO. Vous disiez que donc, vous aviez un équipement vieillissant, que vous aviez un petit peu de mal à développer des fonds publics. Et je voulais savoir, du coup, avec ce nouveau projet hyper excitant qui a l'air énorme, comment justement ça s'est décortiqué pour trouver des fonds, parce qu'on a l'impression que donc c'était un peu le scénario catastrophe, que vous n'arriviez pas à vous en sortir, et d'un coup, ce nouveau projet arrive et qui, à mon avis, est un projet qui coûte beaucoup d'argent. Donc, comment ça s'est décortiqué tout ça? Est-ce que vous avez trouvé est-ce que vous avez d'abord monté le projet et ensuite trouvé des subventions? Est-ce que vous avez réussi à convaincre en montant tout ce projet? Enfin voilà, je voulais savoir comment ça s'était passé. Alors déjà, c'était pas l'état catastrophe, mais c'était il fallait porter ce regard avant que la catastrophe arrive. Ensuite, comment on a réussi? Effectivement, c'est un projet qui est d'ailleurs un petit peu drôle, c'est que notre propriétaire actuel souhaitait un peu nous pousser dehors, mais aussi qu'on paye un loyer supérieur à ce qu'on avait maintenant, pour tout dire, de 40 000 euros par an. Voilà. Ça mettait encore à mal notre économie, et du coup on s'est lancé dans ce projet qui aujourd'hui on recherche pour ce nouvel équipement, pour la partie du CCO, hein, puisque l'autre soin dans sa globalité ça a un coût environ de 75 millions d'euros, pour la partie du CCO c'est 11,5 millions. Donc vous voyez que pour échapper à 40 000, on cherche 11 millions. C'est un peu le projet, c'est le pari du développement. Comment on a réussi à persuader? Déjà, les pouvoirs publics nous ont dit très clairement qu'ils nous accompagnaient dans cette démarche de déménagement. Sans ça, c'était déjà difficile. Donc, en tout cas, la ville de Villeurbanne, qui a été la première à nous dire on vous accompagne et on va mettre de l'argent sur la table. Évidemment, l'argent qui était sur la table n'était pas suffisant par rapport au projet qu'on avait inventé. Donc, pour ce qui est de rassembler ces différents fonds, en fait, ça passe par du travail de analyser ces domaines d'activité, de trouver des business plans pour chacun, essayer d'imaginer comment on va faire vivre ce projet-là, de garder ce qui va nous permettre de le développer, d'éliminer ce qui nous paraît pas rentable, et puis après, sur la démarche qui est aujourd'hui de mobiliser effectivement les ressources nécessaires pour ce déménagement, parce qu'il n'est pas encore construit réellement. C'est en fait le projet en tant que tel qui, comme vous dites, est enthousiasmant, ambitieux, et qui fait qu'en fait on va pouvoir intéresser d'autres partenaires. En tout cas, c'est le pari que l'on fait, et c'est ce qu'on entend aussi. D'autres partenaires publics sont déjà arrivés, et aujourd'hui on lance une campagne de mécénat pour pouvoir mobiliser aussi. On a à peu près 2 millions d'euros qu'on espère capter par le biais du mécénat. Mais dans cette démarche de développement qu'on a déjà attaquée il y a quelque temps, en se projetant aussi dans ce nouveau projet et en mettant en place de nouveaux domaines d'activité, on a déjà commencé à intéresser aussi des fondations d'entreprises qui nous suivent sur d'autres secteurs, alors qu'elles ne nous suivaient pas avant. Et on espère bien qu'elles vont aussi nous accompagner demain dans ce nouvel équipement. Alors, oui, on a aussi bénéficié d'une nouvelle subvention qui a été portée par la métropole, avec laquelle on est associé auprès de l'Europe, donc un
prix une subvention européenne de 5 millions d'euros sur 3 ans, c'est pas mal, qui va nous aider dans la mise en œuvre de ce nouveau projet, parce qu'il a été, le projet a été sélectionné comme innovant en termes de développement urbain. Et l'Europe vient nous soutenir dans la mise en œuvre de ce projet, à la fois sur de la rénovation du bâtiment, du bâti, et sur un travail préparatoire d'activation du territoire, puisqu'on est aujourd'hui déjà sur ce site, même si les travaux sont pas faits, on est aujourd'hui dans la friche avec 24 acteurs de l'économie sociale et solidaire, et on est chaque jour une centaine de personnes à faire vivre ce lieu, à le laisser ouvert aux habitants pour commencer à prototyper ce qu'on y fera demain. Il est possible de poser une dernière question, si vous le souhaitez. Bonjour. Merci déjà. J'aurais une question un peu plus politique. Vous disiez tout à l'heure que le budget qui était alloué à la sphère culturelle était en train de baisser. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est davantage vrai pour vos types d'activités? Et comment vous l'expliqueriez dans ce cas? Merci. En ce qui concerne le Ninkasi, on ne perçoit pas d'argent public depuis 2009. Ça s'est arrêté brutalement parce que le projet tel qu'on le portait n'était pas accepté par certains acteurs et leur influence auprès des décideurs politiques a été suffisante pour que la ville renonce à prolonger son soutien. Nous, on l'a vécu, ça a été difficile, parce que passer de 300 000 euros à zéro de manière brutale, c'est impactant, mais finalement, on s'est réinventé. Et aujourd'hui, le fait d'être totalement indépendant est une vraie satisfaction de pouvoir mener un projet en totale indépendance. On en tire beaucoup de satisfaction. Et en ce qui concerne le CCO, enfin plus globalement, est-ce que c'est vrai que les budgets publics diminuent? Oui, ça, je pense qu'il y a plus, il y a pas besoin d'argumenter là-dessus. On le voit que l'argent public est de moins en moins présent. En tout cas, voilà, c'est plus difficile d'en trouver. Les enveloppes budgétaires diminuent. Ensuite, pour ce qui est du CCO, on a finalement été un peu sauvegardé. De par notre activité, on n'a pas eu de baisse très significative. Enfin, on a eu des moments où ça se passe bien, d'autres où ça se passe moins bien, mais pas de grosse baisse significative. On a été préservé de ce côté-là. Par contre, pas de grosse baisse ne signifie pas qu'on arrive à avancer pour autant, parce que on a eu du maintien, et quand je vous dis du maintien, c'est sur certaines actions, des festivals, etc., du maintien de subventions de chacun des partenaires à la stricte égalité de ce qui nous donnait les éditions d'avant, et ce pendant 20 ans. Donc vous imaginez bien qu'au bout de 20 ans, au final, il devient très difficile d'avoir un festival. Tel point qu'une fois qu'on a payé la technique, la boisson, les repas, l'environnement, la com, etc., j'ai plus qu'à faire le clown, parce que moi j'ai plus de moyens de payer des artistes. Donc oui, ça baisse globalement, ou en tout cas ça n'augmente pas, et c'est un problème. Moi je peux essayer d'apporter quelques petits éléments d'objectivation là sur les questions budgétaires. Dans l'ensemble, oui, les crédits publics pour la culture sont en baisse. L'État, après, quand on lit les budgets, c'est toujours la baisse est tendancielle, voilà. Même si parfois d'une année sur l'autre, voilà, on se dit on maintient, mais dans l'ensemble, c'est pour les collectivités locales qui supportent quand même et de plus en plus l'effort pour culturel, parce que maintenant ce sont les collectivités locales qui financent bien plus que l'État la culture. Elles ont quand même subi aussi la baisse des dotations de l'État, donc mécaniquement ces baisses, elles se sont répercutées sur les budgets culturels, puisque quand il faut arbitrer entre l'éducation, la culture est difficilement épargnée, et ça s'est traduit alors diversement
ici, par exemple, sur la métropole, c'était une baisse de 6%. Mais pour les acteurs, c'est important parce que un budget qui ne continue pas à augmenter, c'est un budget qui est de plus en plus contraint, sachant que les dépenses ont plutôt tendance à continuer à augmenter. Et après, du point de vue des régions, en ce moment, par exemple, il y a un certain nombre de régions qui communiquent sur leur budget. Moi, je vois passer les dépêches sur Newsstand Culture. Il y a des régions qui font de vrais efforts, comme les Hauts-de-France, par exemple, avec un budget en augmentation de 11,5%. Mais après, c'est toujours pareil, il faut voir d'où on part. Des fois, alors le Hauts-de-France, c'est pas forcément. Enfin, je crois c'était pas les régions les plus qui finançaient le plus la culture, mais bon, l'effort est quand même significatif. Donc, c'est pas, le tableau est pas d'une noirceur absolue. Je pense qu'il y a beaucoup de collectivités qui font quand même de vrais efforts, qui maintiennent des efforts. Après, en fonction c'est vrai que quelqu'un comme le président des Hauts-de-France, qui pourtant, peu importe de droite, mais affiche un vrai engagement en faveur de la culture comme levier pour son territoire, et notamment d'insertion, de cohésion, mais la lecture, elle est plus contrastée à l'échelle générale, à l'échelle du territoire. Mais le mouvement, il est celui-ci, oui. Et puis je pense qu'il a été acté par tous les acteurs qui progressivement cherchent des nouvelles ressources, diversifient, vendent des bières, mutualisent, créent des tiers-lieux où on peut comme ça articuler différentes fonctions au sein d'un lieu culturel. C'est vrai que l'image que vous utilisiez du grand arbre comme ça où il n'y a rien en dessous, ou de l'institution culturelle monocolore ou je sais pas, qui programme du théâtre point barre et où rien ne se passe par ailleurs, c'est fini, ça marche plus. Voilà, donc tout le monde est un peu dans cette transition. Est-ce qu'il reste du temps ou pas ? Pas du tout. Donc voilà, il faut que je vous remercie tous de votre présence. Bien sûr, Christophe Fargex du Ninkasi et Fabien Marquet du CCO pour leur participation à ce débat. Et puis l'équipe, mais je redonne la parole à Tania pour les remerciements parce que je ne connais pas toutes les personnes qu'il faut remercier. Merci à tous.